Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, toujours heureux de vous retrouver pour l'émission majuscule Propos. Ce soir, vous pouvez le remarquer, Covid exige, l'heure est grave et nous allons en savoir pourquoi. Est-ce qu'on doit rester très vigilant et surtout très prudent en cette période? Ce soir, nous allons faire un état des lieux sur la situation de cette pandémie ici au Rwanda. Quelles sont les mesures de prévention? Comment est-ce que le ministère de la Santé et d'autres organes, et notamment le gouvernement du Rwanda d'une manière beaucoup plus globale, fait face à cette pandémie? Quel est le rôle de la population aujourd'hui dans ce combat? Et si on va voir qu'en est-il de la situation de vaccin ou de la vaccination en tout cas de la population, qui sont les populations aujourd'hui qui sont vaccinées, et également on va passer au niveau des statistiques ou des nombres de gens qui sont déjà vaccinés et surtout le programme qui est celui du gouvernement du Rwanda. Avec moi, ce soir, je suis avec le ministre de la Santé, la voix autorisée pour en parler en tout cas, le docteur Ngamije Daniel. Bonsoir docteur. Bonsoir. Je dois dire que malheureusement, on se retrouve toujours à des moments aussi critiques. Alors docteur, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, quel est l'état des lieux de la situation aujourd'hui de cette pandémie au Rwanda? C'est vrai, on parle de la troisième vague un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, doit-on parler et confirmer du Rwanda qui fait face à la troisième vague? Merci. Il est vrai que le Rwanda fait face à la troisième vague, comme plusieurs pays de la sous-région. Cela a commencé à partir du mois de juin, avec une augmentation significative des cas, des patients testés positifs, certains avec symptômes, d'autres sans symptômes, au point qu'un grand nombre a été admis dans nos formations sanitaires. Et nous avons donc constaté une augmentation croissante à partir de la première semaine de juin et qui a continué jusqu'à la fin du mois de juin et même au début du mois de juillet, quand des mesures, notamment le confinement, a été décidé. La ville de Kigali est affectée, peut-être plus que avec les 3 districts de la ville de Kigali, plus que les autres districts. Mais la ville de Kigali fait partie du lot des districts affectés, au même avec le district de Rubavu, Burera, Musanze, Gicumbi, Nyagatare, et Kamonyi et Rwamagana. Ce sont quand même les 11 districts les plus affectés à ce jour. Donc c'est pour confirmer que la troisième vague, nous faisons face à la troisième vague, et même dans les districts qui ne sont pas sous confinement, les 11 que je viens d'énumérer, ils sont aussi sous certaines mesures réduisant la mobilité des gens. Ils sont dans ce qu'on appelle confinement au sein du district, les empêchant de pouvoir quitter leur district, mais ils peuvent circuler au sein du district et continuer à vaquer à leurs occupations, à certaines proportions pour certaines activités, des effectifs qui sont aussi réduits pour éviter qu'il y ait un contact massif entre les personnes. Donc pour résumer, en disant que nous faisons face à la troisième vague, nous sommes aussi en train de faire face au variant Delta, comme on va peut-être y revenir. On va y revenir, on va y revenir. Mais j'aimerais tout d'abord qu'on puisse rebondir sur la situation, en tout cas les causes. Qu'est-ce qui justifie cette contamination ou en tout cas cette recrudescence des chiffres dans les districts, notamment qui ont été mis en confinement? Parce que, à remarquer, ce n'est pas forcément des districts qui sont dans les mêmes provinces, c'est des différentes provinces. Qu'est-ce qui justifie cela, Monsieur le ministre? Bon, je crois qu'il y a une conjugaison de plusieurs causes.
si vous regardez bien la carte ou les districts que je viens d'énumérer, vous constatez qu'il y a 2 pôles. Il y a le district, la ville de Kigali bien sûr, mais qui est entouré par le district de Rwamagana et le district de Kamonyi. Ça, c'est un lot de districts qui sont ensemble et où il y a énormément de contacts entre la ville de Kigali et les 2 villes et les 2 districts qui sont à côté de Kigali. Mais vous avez aussi les districts frontaliers, notamment le district de Rubavu, Burera, Musanze, Gicumbi, Nyagatare. C'est une suite de districts à la frontière nord et nord-ouest et qui sont aussi affectés plus que les autres districts, du moins jusqu'au chiffre que nous avions la semaine passée. Donc, quelles sont les raisons? Il y a une conjugaison de plusieurs motifs. Il y a des événements qui se sont passés au cours du mois de mai avec des mobilités transfrontalières, les gens de RDC venant au Rwanda lors de l'éruption du volcan Nyiragongo. Il y a des gens qui étaient en Ouganda qui sont rentrés au pays parce que l'Ouganda passait sous confinement avec l'augmentation des cas. Et c'est normal que la localisation de ces cas au niveau de ces districts puisse refléter ces mouvements qui ont eu lieu parce qu'il y a des gens qui ont quitté Rubavu et qui sont arrivés à Kigali. Au cours de cette période, de crise. Et bien entendu, il y avait aussi une certaine ouverture au niveau de certaines activités. Nous sommes au mois de mars, avril, mai, surtout au mois de mai. Il y a certains événements qui étaient encore autorisés, notamment les mariages avec des gens qui rentraient en réception. Ils étaient peut-être ceux-là sous contrôle, mais il y a des rencontres non autorisées, des fêtes clandestines au niveau des ménages, où des gens vraiment se donnaient à cœur joie sans aucune mesure de protection ou de prévention contre la Covid. Et puis maintenant, le fameux variant indien qui est très contagieux, avec un ratio d'une personne pouvant contaminer plus de 2 personnes, 3, 4. Donc, contrairement aux autres variants que nous avions jusque-là. Donc, c'est pourquoi je disais que c'est une combinaison de facteurs qui fait que, cette combinaison fait qu'on se retrouve avec une recrudescence de la contamination au mois de juin et qui continue jusqu'au mois de juillet. Mais maintenant, on note une certaine accalmie avec les mesures qui ont été prises, notamment le confinement qui a été décidé depuis le 17. Et cette accalmie, justement, on doit en parler. Et les mesures qui ont été prises, notamment avec le confinement des certains districts, et notamment la ville-province de Kigali. Aujourd'hui, ce confinement n'était pas que confinement, mais il y avait également d'autres actions qui étaient prévues ou qui ont été menées, notamment ce qu'on appelle le mass testing. Il fallait procéder à des tests de masse. Quelle est la situation aujourd'hui? Qu'est-ce qui en est ressorti? Donc il fallait faire le mass testing, comme vous le dites, parce qu'il y a des informations que de manière routinière, nous ne pouvions pas avoir, qui puissent nous renseigner sur la réalité des gens qui sont infectés plus ou moins dans la ville de Kigali. On se contentait des gens qui venaient pour être testés, soit qui sont symptomatiques, ou soit ils ont été en contact avec des gens qui sont malades. Et donc, c'est une population auto-sélectionnée qui vient se faire tester. Et du coup, c'est vrai qu'on avait des chiffres qui sont montés de 200, 300 jusqu'à faire même 900 nouveaux cas par jour, c'est vrai. Mais ce n'est pas vraiment ça ne nous communique pas la réalité de l'infection au niveau de la ville de Kigali notamment. Il fallait donc, en plus de ce qu'on a toujours fait, on fait des tests, ce qu'on appelle des suite surveillance. Donc, aléatoirement, on intéresse les gens qui sont sur la route, à pied ou dans leur véhicule, pour se faire tester au niveau des ronds-points. L'hypothèse étant que ces gens-là viennent de plusieurs coins de la ville de Kigali,
On constitue un échantillon d'environ 2000 échantillons, on les teste, on tournait autour de 5% des gens qui étaient testés positifs à travers ce mécanisme-là. Mais ça reste un petit échantillon par rapport à la ville de Kigali qui a 1 200 000 habitants. Donc, on ne pouvait pas vraiment avec autorité se dire, mais finalement, on voit des cas augmenter, c'est vrai. On voit que l'hospitalisation, on est assailli dans nos centres de traitement pour Covid. Mais finalement, quel est le poids réel de burden of disease? Quel est le poids réel de cette maladie dans la ville de Kigali? C'est pourquoi on a décidé de pouvoir faire le 17 et le 18 ce test massif dans toutes les cellules de la ville de Kigali. Et on a échantillonné jusqu'à 15% des ménages de manière aléatoire dans la ville de Kigali, au niveau de ces cellules-là. Et ça nous a fait, nous devions tester jusqu'à 106 000 personnes dans la ville de Kigali. Et du coup, on a eu un résultat de 3,7% de ces populations qui étaient testées positives. Si vous faites l'inférence statistique, ou bien si vous faites l'extrapolation, ça veut dire que sur environ 3 900 cas positifs, en fait, qui représentent les 3,7% de notre échantillon que nous qualifions de représentatif, eh bien, on pense qu'on tourne autour de 40 000 personnes qui, la semaine passée, le week-end du 17 au 18, qui étaient porteurs du virus, parce qu'on n'a pas testé systématiquement maison par maison, personne par personne. Nous, on fait un échantillon aléatoire représentatif, et donc, en extrapolant, ça nous pousse à penser que nous avions autour de 40 000 personnes qui circulaient avec le virus. C'est très loin de 900 personnes qu'on a par-ci, par-là, 800 par jour, 1000 par jour. On ne peut pas partir de ce 1000 pour se dire qu'on a 40 000. Il fallait donc faire cet exercice de tester massivement la ville. Donc il fallait employer des gros moyens pour notamment avoir des résultats fiables. Oui, mais ça nous a aussi permis de cartographier où sont ces gens-là. Et donc la carte qui est sur écran, là nous nous focalisons beaucoup plus dans des cellules qui avaient plus de 5% de positivité. Ce sont ces cellules qui sont en rouge pâle et en rouge vif pour les cellules qui avaient plus de 10%. Donc il y avait 2 cellules dans le district de Gassabo qui avaient plus de 10%. Il y avait 43 cellules qui avaient entre 4,8 et 9,9. Ce sont des données que nous avons considérées comme des données de base. Et c'était le premier jour même du confinement. Donc du coup, on a cherché à voir finalement quel est l'impact du confinement après 7 jours de confinement. Donc 7 jours après, on a refait le même exercice, mais en se focalisant au niveau des cellules qui étaient suffisamment ou davantage infectées. Enfin, où il y avait beaucoup de gens qui étaient porteurs du virus. Sans le savoir. Sans le savoir, certains avaient des symptômes, d'autres n'avaient pas, mais la majorité n'avait pas de symptômes. Et en refaisant cet exercice dans les 45 cellules, on a même augmenté l'échantillon parce qu'on est passé de 30 000, l'échantillon du 17-18, à 35 828. Et nous avons donc cette répartition. Nous avons constaté qu'il y a pas mal de cellules qui n'ont pas beaucoup de gens aussi infectés du Covid comme il l'était la semaine d'avant. Certes, on a 2 cellules qui ont toujours eu plus de 10%, mais une de ces 2 cellules, après donc une semaine, elle avait toujours 10% avant, donc apparemment rien n'a changé. Le confinement rien n'a changé. N'a pas affecté. Oui, mais par contre, il y a un autre district voisin de celui-là, juste vraiment dans l'immédiat, pour encore signifier la notion de contact, la notion de proximité. Avoir coupé le contact, le résultat direct. Non, il a viré, donc vous voyez, avant on avait un seul rouge, c'est dans le district dans la cellule de Gassagara, la cellule Gassagara, je m'excuse, la cellule Gassagara était en rouge, elle est restée en rouge, et juste à côté il y avait la cellule Kinyana qui a basculé dans le rouge. Vous voyez, il y a 2 rouges maintenant qui sont côte à côte. Côte à côte, très liés. Très liés.
encore cette notion de proximité, de mouvement. Certainement qu'il doit y avoir, et on le sait, c'est même doit pas y avoir certainement. des récalcitrants. En fait, au niveau de ces deux cellules, ces gens-là partagent le marais qu'ils cultivent ensemble. Ils font aussi la briqueterie, donc ils fabriquent des briques au niveau de ces marais. Donc il y a une masse de gens qui se fréquentent Au quotidien et très étroitement. Ce n'est pas donc anormal que nous puissions constater que la cellule juste à côté, adjacente, a été aussi avirée au rouge. Mais par contre, il y a une cellule qui s'appelle Gichacha, qui était dans le rouge, mais dans le rouge vif. Qui a basculé dans le rouge pâle. Mais il y a aussi une autre cellule, Ruhanga, qui était dans le rouge pâle, aujourd'hui qui est dans le vert. Donc pour dire que si les gens s'en tiennent au respect de ces mesures, ils peuvent facilement réduire l'incidence dans une courte durée, de passer donc de plus de 5%. Du rouge au vert. Du rouge vif au vert. Rouge jusqu'au vert. Voilà. Et donc dans l'ensemble, nous pouvons dire que pour ces 3 districts, le district de Nyarugenge, dans les cellules qui étaient hyper infectées, on va dire comme ça, on est passé de 5,7% à 3,8%. C'est une réduction. Gassabo, on est passé de 5,6% à 4,4%. Et puis Kichikiro, on est passé de 6,3% à 3,8%. Donc ça veut dire que le confinement a encore démontré qu'il a un impact sur la transmission, parce qu'on réduit la mobilité. Donc quelqu'un qui est porteur du virus Covid, on lui prive l'opportunité de rencontrer plusieurs personnes et donc de les infecter. C'est ça la définition du confinement. Ça veut dire que vous restez là où vous êtes et on vous prive l'opportunité de rencontrer d'autres personnes, volontairement ou involontairement, parce qu'il y a des gens aussi qui sont récalcitrants, qui se savent même infectés, qui osent aller rencontrer des gens. Mais généralement, les gens, peut-être sans le savoir, dans leur mobilité massive, elles rencontrent des personnes et donc la personne peut infecter plusieurs personnes en un seul jour. Monsieur le ministre, à vous entendre, nous sommes sur plutôt une bonne voie par rapport. Nous sommes il y a du positif dans tout ce que vous dites. Pourtant, le dernier communiqué qui vient de la primature revient sur 5 jours supplémentaires de confinement dans la ville de Kigali. Est-ce que cela signifie qu'on n'a pas atteint les proportions escomptées, espérées? Pour une maladie infectieuse comme la Covid-19, un confinement de 10 jours n'est pas assez suffisant pour vraiment donner les résultats escomptés. Donc c'est logique qu'on puisse en ajouter 5 jours pour consolider les acquis que je viens de vous montrer. La carte est en train donc de basculer du rouge vif au rouge pâle, du rouge pâle au jaune et même au vert. C'est ça la tendance. Je crois que les images sont assez claires. Donc l'idée, c'est de consolider ces acquis-là avec 5 jours additionnels. Et nous pensons qu'au bout de 5 jours, nous aurons pas mal de cellules, aujourd'hui en jaune, qui vont basculer et être en vert. Donc ça, c'est notre hypothèse de travail et qui se base sur les faits qu'on connaît déjà, qu'on connaît ailleurs, mais qu'on vient de voir aussi avec les 10 premiers jours de confinement. Alors, Monsieur le ministre, là, ce sont les chiffres, c'est vrai, très encourageants, comme vous le dites, mais au cours de ces tests de masse, il y a également autre chose, déjà qu'on entendait parler, d'ailleurs vous avez fait allusion à ça, c'est la découverte des nouveaux variants de ce virus au Rwanda. D'abord, on a parlé des variants indiens. Et aujourd'hui, c'est une situation plutôt alarmante pour ce qui est des cas de contamination, notamment dus à ces nouveaux variants. Oui, les échantillons que nous avons testés la semaine passée, pour toute personne qui était positive au Covid, nous prenions un autre échantillon pour pouvoir faire le séquençage et qu'on puisse déterminer de quel variant la personne est infectée. Et donc, nous avons pu qualifier 242 échantillons.
Et parmi ces 242 échantillons, 137 échantillons, soit 56%, représentent la souche Delta. Elle est donc majoritaire, mais vous avez vu, il y a aussi d'autres variants qu'on y trouve. Il y a le Beta, Epsilon. il y a même donc, le variant anglais, le variant sud-africain. C'est des variants qui circulent. Et le variant original de Wuhan, qui nous a atteint tout au début, au mois de mars l'année passée. Donc, ça veut dire tout simplement que, et ça reflète aussi ce qui se passe ailleurs. Dans plusieurs pays, le variant Delta domine au niveau des variants qui circulent au niveau du pays. C'est un variant qui est très contagieux, pathogène aussi, qui cause énormément de dégâts par rapport aux variants qu'on a connus au mois de mars 2020. Et cela se fait voir. Nous avons passé un seul mois pour atteindre un pic qu'on n'a pas pu atteindre sur 2 mois et demi, au mois de janvier et au mois de décembre. Donc sur un mois, nous sommes passés d'environ 30 malades qu'on déclarait des personnes infectées chaque jour, à plus de 900. Mais surtout aussi au niveau de nos hôpitaux, nous avons constaté très vite que nos centres de traitement pour Covid, le taux d'occupation a augmenté en flèche. Sur 4 semaines, pratiquement, c'était plus de 200% d'accroissement d'hospitalisation dans nos centres de traitement. Ce qui reflète justement le caractère infectieux et le caractère pathogène, hyperpathogène de ce virus Delta pour toute personne qui est infectée par ce variant-là. Donc, je crois que la solution réside dans le fait que nous devrions, par tous les moyens, contenir la transmission, des moyens, c'est vrai, qui ont un impact socio-économique important. Mais avons-nous un choix? C'est ça aussi la question qu'on doit se poser. Parce que il y a rareté de vaccins sur le marché. On a beau avoir l'argent, on a beau passer les commandes pour pouvoir avoir ces vaccins, mais les calendriers de livraison ne suivent pas comme on le veut. Justement, là, vous venez de toucher déjà au 3e point de notre entretien ce soir. Qu'en est-il maintenant des vaccins? On a eu le premier lot, le deuxième lot, on a eu tellement de lots. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Il y a déjà ce conflit sur le plan international. Les responsables au plus haut niveau ne parlent pas forcément la même langue. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi les choses que le citoyen lambda veut entendre, c'est à quand cette vaccination de masse pour justement se rassurer du retour de la vie normale? Bon, jusqu'à ce jour, on a déjà vacciné 425 000 personnes. C'est encore très peu par rapport à notre objectif de vacciner jusqu'à 7 800 000, au moins, ce qui représente 60% de la population rwandaise. Des efforts considérables pour l'achat des vaccins ont été consentis. Des contrats ont été signés avec des fabricants de ces vaccins. Nous attendons un bon nombre de vaccins d'ici la fin de cette année, de plusieurs sortes, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna aussi, au début de l'année prochaine. Je veux dire, le problème, c'est la rareté du produit. La demande, elle est extrêmement importante par rapport à l'offre. Qu'en est-il du dispositif, du mécanisme COVAX, qui était censé aider les pays, notamment les pays les moins nantis, à pouvoir avoir accès à cette denrée rare aujourd'hui? Le mécanisme COVAX fonctionne. Il devrait nous donner jusqu'à 20% des vaccins que nous cherchions. Il devrait couvrir les 20%, des 60% que j'ai dit là, de 7,8 millions. Mais la réalité sur le terrain est autre, c'est que... Est-ce qu'il fonctionne vraiment Il fonctionne comme il se doit? Il fonctionne à petits pas. Et qu'est-ce qui justifie la situation? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qu'on ne peut pas peut-être détailler ici. Mais encore une fois, la productivité de ce vaccin, c'est aussi un facteur. Les fabricants, ils ne sont pas très nombreux.
le rythme de fabrication n'est pas aussi à mesure de satisfaire des besoins du monde entier, parce que finalement, le Covid est partout. Donc, c'est des milliards de gens qui ont besoin de ce vaccin-là. Mais on a espoir que, à part COVAX, il y a aussi d'autres initiatives qui peuvent fonctionner, notamment des initiatives de négociation bilatérale entre le gouvernement rwandais et les fabricants de vaccins. Et c'est comme ça qu'on passe des contrats avec ces fabricants. Mais aussi, même au sein du COVAX, il y a une possibilité d'acheter à travers COVAX. Et là, donc, nous sommes en train de finaliser la signature du contrat pour Moderna, pour 100 000 doses, et même 2 100 000 pour Pfizer, à travers COVAX. Mais aussi... Est-ce que nous sommes en train de rentrer dans la formule de à chacun pour soi, ou en tout cas Dieu pour tous, chacun pour soi, Dieu pour tous? N'est-ce pas là? Chacun s'organise pour pouvoir avoir ces vaccins. Bon, on est à 425 000 personnes vaccinées. Je crois que dans la sous-région, vous ne trouverez pas un pays qui a fait mieux. Ce n'est pas une raison de s'en réjouir. Nous devrions faire plus que ça, et c'est ça notre souhait. Et c'est pourquoi nous continuons à diversifier les sources d'approvisionnement. Donc, en plus des initiatives bilatérales, COVAX, nous passons aussi à travers l'Union africaine, ce qui est aussi un autre canal d'approvisionnement de ces vaccins. Donc, toutes les voies possibles pour l'acquisition de ces vaccins, nous y sommes. Et pourquoi pas même un jour en fabriquer dans ce pays. Il y a aussi une initiative qui est en place, qui prend forme, parce que nous sommes convaincus que ces maladies émergentes doivent nous laisser aussi des capacités à pouvoir faire face à ces maladies avec des capacités de production locale. Un jour qu'on puisse avoir ces capacités en place, ça sera une réponse, on dirait, définitive ou consistante qui nous épargnerait d'être à la merci de ces mécanismes qui parfois ne fonctionnent pas comme on l'aurait aimé. Et peut-être pour terminer, aujourd'hui, est-ce que l'attitude de la population est celle de comprendre, parce qu'on se dit, est-ce que, n'est-ce pas, la mobilisation est le remède premier de cette pandémie? Oui, la prévention, c'est toujours, même pour les personnes vaccinées, on ne cessera de le rappeler, elles peuvent être infectées si elles n'adoptent pas des attitudes correctes pour tout ce qui est mesures de prévention. Le port de masque, le lavage de mains, la distanciation sociale, que vous soyez vacciné ou pas, ça s'impose à tout le monde. Et il faudra que les gens s'en tiennent à ça. Le vaccin a son rôle, c'est vrai, dans la protection de la transmission de la maladie, mais le vaccin ne va pas nous dédouaner pour le moment des mesures de prévention, surtout qu'on a encore un taux de couverture qui est très bas. Voilà, merci donc le docteur Ngamije, ministre de la Santé, pour ces éclaircissements sur ce qui est, pour ce qui est en tout cas de cette lutte de la pandémie de Covid-19 au Rwanda. Tout en restant sur le chapitre de la pandémie de Covid-19 au Rwanda, c'est une pandémie qui a frappé de plein fouet l'économie mondiale, et le Rwanda n'a pas été du reste. Dans la deuxième partie de notre émission Majuscule Propos, on va suivre l'entretien que nous avons eu avec les experts économiste de la Banque mondiale. Il s'agit de Calvin Zebazé. C'est sur, en tout cas, le dernier rapport de la Banque mondiale appelé Rwanda Economy Update dans sa 17e édition. C'est un rapport, en tout cas, qui donne l'image, ou en tout cas qui fait le point sur l'état de l'économie du Rwanda, et surtout comment est-ce que le Rwanda pourrait sortir de cette, ou se relancer en tout cas par rapport aux conséquences de la pandémie de la pandémie de Covid-19. On va suivre l'entretien que nous avons eu, et c'est donc sur cet élément que nous allons devoir nous séparer pour ce qui est de Majuscule Propos aujourd'hui. Bonjour Monsieur Calvin, et surtout bienvenue à nos antennes de la télévision rwandaise depuis Washington. Bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Sabiti. Merci beaucoup de me donner l'opportunité d'échanger avec vous ce soir. Alors, Monsieur Calvin, la Banque mondiale vient de publier son dernier rapport Rwanda Economic Update dans sa 17e édition et celle-ci, qui est donc un rapport phare, fait un état des lieux des derniers développements pour ce qui est de la situation économique du Rwanda pendant les 6 derniers mois. Alors, c'est un rapport qui intervient alors que le Rwanda nage en pleine tempête, notamment due à cette pandémie de la Covid-19. Et c'est vrai que c'est une pandémie qui frappe le monde. Le Rwanda n'est pas du reste. Alors, pouvez-vous nous dire donc quelles sont les répercussions de cette pandémie sur la situation économique du Rwanda en ce moment? Merci beaucoup, M. Sabiti. Une fois de plus, j'apprécie énormément l'opportunité de pouvoir échanger avec vous à l'occasion du lancement de la 17e édition de notre Rwanda Economic Update. Cette édition qui porte sur le rôle du secteur privé dans la réduction du déficit des infrastructures. La question par rapport aux répercussions de la crise sur l'économie rwandaise. Effectivement, cette crise qui n'affecte pas seulement le Rwanda, mais affecte le monde entier, a des répercussions importantes sur l'économie. Le fait qu'il y ait des restrictions sur les mouvements des individus, le fait qu'il y ait des restrictions sur les mouvements des biens, sur la livraison des services. Cela veut dire tout simplement en fait que les entreprises n'ont plus la possibilité de se ravitailler au moment où ils veulent, au coût où ils veulent, que ces entreprises-là n'ont pas la possibilité de porter leurs produits sur le marché à leurs consommateurs au coût qu'ils voudraient, de la façon qu'ils voudraient. Ça veut aussi dire que en fait, les travailleurs, pour ceux qui ont encore la chance de garder leur travail, n'ont pas la possibilité de se rendre à leur boulot à temps et puis de travailler en pleine capacité, en pleine productivité. Donc tout cela, en fait, a pour conséquence de ralentir les activités, de ralentir toute une série d'activités économiques. Et nous voyons en fait que les plus affectées de ces activités-là sont celles qui sont exposées effectivement aux échanges avec l'extérieur ou celles qui sont vulnérables en fait au mouvement des individus par rapport, par exemple, l'activité du tourisme qui dans ce cas au Rwanda a vu en fait sa progression baisser de près de 40% en 2020, n'est-ce pas? Et ceci a eu des répercussions importantes sur l'économie dans son ensemble. Et a fait que a contribué à la contraction de l'économie rwandaise de 3,4% que nous avons vu pour 2020. Et je vais seulement ajouter que cette régression que nous voyons dans l'économie a des conséquences importantes, non seulement pour les entreprises, mais pour les travailleurs et pour le gouvernement aussi. Évidemment, beaucoup de ménages ont perdu leur emploi. Pour ceux qui ont la chance de les garder, les salaires ont été baissés. Nos enquêtes l'année dernière montrent que 65% en fait, de Rwandais qui gardaient encore leur travail ont quand même vu une réduction de leur paye. Donc, cela a créé beaucoup de souffrance et monté un peu de pauvreté. Et le gouvernement, comme au Rwanda, comme dans d'autres pays au monde, doit réagir dans cette situation-là. Et la réponse au Rwanda a été une des plus efficaces, une des plus rigoureuses, une des plus robustes, en effet, imaginables, en tout cas au niveau de l'Afrique. Et cela a permis d'alléger un tout petit peu les souffrances des ménages, de supporter les entreprises qui étaient très affectées afin de conserver un certain nombre d'emplois. Et tout cela, malheureusement, vient à un coût pour les comptes de l'État. Et par conséquent, nous voyons aussi, en fait, dans nos analyses que la dette publique est en train d'augmenter. Et en 2020, elle va se situer à près de 71% du PIB. Et je vous dis, en fait, il y a un an, cette dette-là était juste à 61% du PIB. Donc, vous voyez un tout petit peu, ces répercussions sont assez sévères sur tous les pans de l'économie. Merci.
Alors, la question centrale pour ce qui est donc de cette édition, cette 17e édition, Rwanda Economic Update, c'est une question qui porte sur le rôle notamment du secteur privé dans le financement du déficit des infrastructures. Alors, pourquoi cette urgence de la contribution du secteur privé aux infrastructures et surtout qui ont été un secteur qui a traditionnellement été dominé par l'État? Merci beaucoup, M. Sabiti. Cette urgence-là découle effectivement de ce que je viens vous décrire, en fait, par rapport aux conséquences de cette crise sur les comptes publics. Je vous ai dit tantôt, en fait, que la dette du gouvernement rwandais pour 2020 va s'élever à presque 71% du PIB. Pour 2023, on projette qu'elle pourrait aller jusqu'à 81% du PIB. Cela veut dire quoi? Cela veut dire en fait que l'enveloppe, que les ressources que le gouvernement peut utiliser pour dépenser, pour financer ces infrastructures-là, en fait, c'est véritablement rétréci. Ces ressources-là sont bien limitées en ce moment. Les analyses que nous avons dans le Rwanda Economic Update nous montrent que si on faisait recours à toutes les possibilités de financement des infrastructures dont pourrait disposer le gouvernement. Je commence par exemple par les dons, l'emprunt ou même l'augmentation des taxes. Si on fait recours à toutes ces sources-là, vous savez quoi? Cela ne serait suffisant que pour financer 45% en fait du déficit d'infrastructures dont le pays a besoin. D'où l'urgence effectivement de faire recours au secteur privé. Parce que c'est pas parce que nous sommes dans la crise qu'on devrait arrêter d'investir dans ces infrastructures. Les infrastructures sont clés, c'est crucial en effet, pour faire en sorte que pour pousser la croissance du futur et réduire la pauvreté à long terme. Merci. Alors, parlant justement des recommandations, quelles sont les recommandations aujourd'hui de ce rapport pour notamment encourager la participation du secteur privé pour ce qui est du financement des infrastructures au Rwanda en cette période de vache maigre? Merci pour cette question. Avant de parler des recommandations pour attirer le secteur privé dans le financement des infrastructures au Rwanda, peut-être d'abord souligner le travail extraordinaire qui a déjà été fait, qui est en train d'être fait déjà dans le pays, en effet. Vous savez, par exemple, sur le domaine des IDE, des investissements directs étrangers, le Rwanda, en fait, a un cadre de régulation qui est supposé être un modèle, en fait, au niveau de l'Afrique. En fait, ce cadre est second simplement, en fait, à celui de Maurice. Et ce n'est pas seulement la régulation, il y a des résultats tangibles aussi. Le niveau des IDE du Rwanda qui se situe à peu près à 3%, c'est fait partie des plus élevés au niveau de la sous-région, mais au niveau aussi de l'Afrique. Donc, ceci étant dit, compte tenu des ambitions de croissance et de développement du pays, il faudrait faire plus que cela. Et donc, les quelques recommandations ici peuvent être structurées dans à peu près 3 domaines. Le premier, qui est vraiment dans ce contexte un domaine important, c'est qu'il est toujours crucial, malgré tout ce qui se passe, de s'assurer que le cadre macroéconomique stable va prévaloir. Donc, s'il n'y a pas de cadre macroéconomique stable, cela peut augmenter les vulnérabilités de l'économie au choc extérieur. Cela peut créer une défaillance, en fait, des risques de confiance du pays par rapport aux investisseurs étrangers et les investisseurs locaux aussi par ailleurs. Donc, il sera crucial véritablement de travailler sur la stabilité macro. Et ceci se fait comment? Ceci se fait en fait déjà par un certain nombre d'instruments qui sont déjà disponibles au Rwanda. Le plan du gouvernement de mobiliser les ressources domestiques à moyen terme, c'est un plan qui est assez robuste. S'il est mis en œuvre en fait, de façon efficace, il pourrait contribuer à augmenter les revenus à moyen terme, ce qui aiderait énormément. Le gouvernement considère aussi à moyen terme de mettre en place un certain nombre de mesures de contrôle des dépenses publiques. Et il sera aussi important de voir comment, avec le peu de ressources qu'on a, on peut essayer de faire plus. Donc, il sera aussi question de travailler beaucoup sur l'efficacité. Et dans ce sens-là,
il y a un rapport que la Banque mondiale et le gouvernement du Rwanda sont en train de d'écrire en ce moment-ci, qui est le rapport sur les dépenses publiques, qui est le rapport sur l'analyse des dépenses publiques. Et ce rapport-là va pouvoir sortir un certain nombre de recommandations sur les domaines, les secteurs dans lesquels on peut faire des économies, sur la façon de prioriser en fait les dépenses publiques. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un certain nombre de progrès. On peut avoir espoir que un certain nombre de progrès pourraient être possibles au Rwanda. Donc ça, c'était pour le premier pan des recommandations. Le second pan des recommandations, ça serait donc l'amélioration de la régulation du secteur privé dans le financement des infrastructures. Ici, évidemment, on voit, lorsqu'on parle du secteur privé, on voit les investissements directs étrangers. Comme je vous ai dit, le Rwanda fait déjà très, très bien, en fait, sur cette question-là. Donc, il sera question véritablement de continuer avec ces efforts pour attirer davantage ces investissements directs étrangers et faire en sorte que ces investissements directs étrangers ne soient pas simplement essentiellement dirigés vers la manufacture, l'agriculture, le tourisme, que certains d'entre eux aussi soient dirigés vers les infrastructures. Donc, cela va être important. Puis, il y a un aspect important qui est l'aspect des partenariats privés publics. Comme vous savez, en fait, l'investissement du privé dans les infrastructures au Rwanda, comme dans la plupart des pays au monde, en effet, ces dernières années, est prédominé par ces PPP, donc partenariats privé-public. Donc, nous avons une série de recommandations ici qui consiste essentiellement à dire que, alors que le gouvernement fait déjà très très bien dans ce domaine, certains nombres d'efforts pourraient être déployés pour que la façon dont ces PPP sont signés, que ce soit de façon plus systématiquement soumis au processus de concurrence. Ça l'est déjà, mais il y a dans certains cas souvent des exceptions. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait en fait du jour au lendemain, mais un travail qui peut être progressif. Et nous savons en fait que le Rwanda de même fait déjà ce travail-là, peut aider à moyen terme à faire en sorte que ce processus-là soit un peu plus concurrentiel, ce qui permettrait au pays d'avoir toujours les meilleurs en fait de ces partenariats-là. Donc ça, c'est le premier pan. Le deuxième aspect sur le partenariat privé-public, qui est lié au premier, serait que le gouvernement travaille en fait à avoir un pipeline ou un menu en fait de projets susceptibles d'être qualifiés pour les PPPs. Donc ce projet qui serait prêt, une sorte de banque de projets déjà à disposition pour tous les investisseurs qui pourraient se présenter. Et je crois que ça, c'est un des domaines où les partenaires de développement comme la Banque mondiale éventuellement pourraient aider parce que ça coûte cher effectivement de faire des études pour apprêter ce genre de projet-là. Et peut-être un dernier point ici. Là-dessus, peut-être, j'aimerais que vous puissiez peut-être signaler dans quel secteur clé où vous pensez que le partenariat public-privé, dans quel secteur vous pensez que ce partenariat peut jouer un rôle important dans la relance de cette économie qui peine en ce moment? Y a-t-il des secteurs clés dans lesquels ce partenariat pourrait booster cette économie? Merci, M. Sabiti. Vous me donnez là l'opportunité de dire peut-être une chose sur ces partenariats-là, que bien que la Banque mondiale recommande ces partenariats et même à travers son agence spécialisée sur le secteur privé, la SFI soutient un certain nombre de ces partenariats, nous voulons à chaque fois dire que ces partenariats avec le secteur privé ne sont pas la panacée pour tous les problèmes de financement des investissements des infrastructures. Pourquoi? Parce que, vous savez, avoir ce partenariat-là, cela ne vient pas à un coût nul pour le gouvernement, pour le budget public. En fait, ce qui se passe ici, c'est un accord qui est passé entre le gouvernement et le secteur privé dans lequel le gouvernement donne un certain nombre de garanties.
OK? Dans certains cas, le gouvernement va donner des garanties de financer une partie du coût du projet. Dans d'autres cas, il va donner des garanties des garanties sur un minimum en fait d'achat ou du chiffre d'affaires que devra faire l'entreprise, ou donner même une garantie sur les niveaux de prix. Donc, vous voyez que donnant cette assurance-là, lorsque les risques se réalisent, le gouvernement est très souvent, et on a vu par le passé, dans beaucoup de cas, que ces risques-là se réalisent, le gouvernement est obligé de puiser dans ses fonds pour compenser. Donc, pour cette raison, on voudrait effectivement être très précautionneux lorsqu'on met en place ces genres de mécanismes-là, s'assurer que c'est en train d'être mis en place dans des secteurs où il y a un tel besoin de services publics qui n'est pas satisfait, s'assurer que c'est en train de se faire dans les secteurs où, en effet, le service public en question n'est pas suffisamment commercialement viable, dont le secteur privé puis ne peut pas y opérer, et surtout ne peut pas y opérer en fait dans un mode de concurrence en fait, qui permettrait qu'il y ait un contrôle des prix satisfaisant aux consommateurs. Donc on voudrait aussi s'assurer en effet que le partenaire qui est sélectionné ait la compétence, la solidité financière, la réputation, le savoir-faire qu'il faut. Et au Rwanda, en fait, un certain nombre de secteurs pourraient satisfaire ces critères-là, en tout cas en ce qui concerne la disponibilité ou la preuve que les services, la nécessité des services est là. C'est le secteur, par exemple, c'est le secteur du transport, c'est le secteur de l'eau et d'assainissement, c'est le secteur du traitement des ordures, c'est le secteur du logement, par exemple. Donc ça, c'est autant de secteurs où les opportunités de partenariat privé-public ont été identifiées. Mais une fois de plus, il faut des études importantes pour s'assurer d'avec quel partenaire, de la réputation du partenaire, de sa solidité financière, de ses capacités techniques à monter l'ouvrage. Merci, je m'arrête là. Voilà, pour terminer, le Rwanda a effectué des progrès impressionnants. On a eu une croissance de 8% juste avant cette pandémie, donc c'est-à-dire avant le premier cas Covid au Rwanda en date du 14 mars 2020. Et le Rwanda a effectué beaucoup de progrès pour ce qui est de la réduction de la pauvreté, mais également l'amélioration des conditions de vie de sa population. Est-ce que ne craignez-vous pas que ces acquis que le Rwanda a réalisés aujourd'hui puissent être effrités par cette pandémie? Et justement, comment pensez-vous que le rôle du développement des infrastructures aujourd'hui dont on parle peut jouer, notamment pour ce qui est de la réduction des inégalités et de la pauvreté au Rwanda? Merci beaucoup. Cette question, elle est essentielle et elle est vraiment au cœur du travail et une des raisons pour laquelle la Banque mondiale existe, de s'assurer que non seulement il y a le développement, il y a la croissance, mais qu'il y ait une croissance qui profite à tout le monde, y compris les plus vulnérables, y compris les plus pauvres. Oui, effectivement, pour s'assurer que les effets néfastes de cette crise sur la pauvreté les plus vulnérables en fait, soient contenus, les premières réponses ont véritablement été celles que le gouvernement du Rwanda a mis en place, à savoir donc étendre les systèmes de protection sociale en augmentant en fait ce qui est donné aux ménages qui sont en souffrance et en étendant la couverture aussi de ces mécanismes de protection sociale dans toutes ses formes, que ce soit par la distribution de nourriture, que ce soit par le transfert d'espèces ou que ce soit par l'extension de la couverture de l'assurance santé. Donc, ce travail-là qui a été fait, qui est en train d'être fait pendant la crise, c'est un travail essentiel, en fait, qui doit être fait dès le premier instant. Bon, maintenant, quand on sort de la crise elle-même, il faut penser au moyen et à long terme. Pour le moyen à long terme, pour qu'on puisse continuer à avoir la croissance et la réduction de la pauvreté, donc il faut que nous soyons dans une économie qui garde une productivité qui est en train d'aller haut. Il faut que nous soyons dans une économie où les entreprises sont à mesure de prendre leurs produits, quel que soit le coin du pays où ils sont apportés au marché local, au marché
international relativement facilement. Donc, cela, en fait, va nécessiter des infrastructures qui sont des bonnes infrastructures. Et de façon générale, vous savez quoi? Les infrastructures sont bonnes, ok, par définition, pour tout le monde dans l'économie, pour toutes les catégories, y compris pour les pauvres. Et cela a été le cas au Rwanda et notre rapport montre cela. Notre rapport montre que les infrastructures sur les routes, les infrastructures sur l'énergie, y compris en zone rurale au Rwanda, ont contribué à la réduction de la pauvreté et au bien-être de tout le monde. Néanmoins, le rapport nous dit aussi qu'étant donné les défis qui sont devant nous, nous avons toujours 38% de pauvres au Rwanda. Et le gouvernement du Rwanda, on sait, a une vision qui est véritablement de réduire cela de façon substantielle. Donc, notre étude montre que ces infrastructures-là pourraient contribuer davantage à la réduction, à accélérer la baisse de la pauvreté. Donc, pour que ça soit le cas, il faudrait effectivement que on continue avec les efforts d'augmentation des infrastructures, mais que dans ces efforts-là, on essaie d'avoir une focalisation particulière pour les infrastructures qui sont liées aux zones où se trouvent le plus de pauvres. Et dans le cas du Rwanda, plus de 82% d'entre eux se trouvent en zone rurale. Donc les infrastructures qui sont liées à l'agriculture, là on parle de l'irrigation, on parle des infrastructures qui permettent de prendre les produits des zones rurales au marché local, marché international. Donc ces infrastructures-là, notre analyse montre que si on allait dans cette direction-là, notamment en suivant en fait l'engagement de l'Union africaine pris en 2014 à Malabo, qui dit que le gouvernement devrait consacrer 10% des dépenses dans l'agriculture, si on va dans ce sens-là, la baisse de la pauvreté des inégalités serait encore mieux servie. Merci. Voilà, merci beaucoup à vous, Monsieur Calvin Zébazé. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes expert économiste à la Banque mondiale et c'est depuis Washington DC que vous interveniez sur ce qui est du rapport Rwanda Economy Update pour ce qui est de sa 17e édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sabiti. Merci.